Bonjour, bonjour à tous et bienvenue dans ce webinaire. Merci d'être là nombreux et nombreuses avec nous. Alors ce webinaire a pour thème comment choisir et être choisi à l'ICAM. Alors choisir et être choisi, c'est un peu un mantra de l'ICAM. C'est une phrase qui traduit la méthode de recrutement particulière de l'école, qui se fonde sur la reconnaissance des singularités des candidats et sur la volonté d'identifier cette singularité et de la valoriser tout au long du processus de recrutement. Alors, pour en parler aujourd'hui, nous sommes avec Pascal Decalf. Bonjour Pascal. Pascal Bonjour. est responsable du recrutement pour l'ICAM site de Lille et elle est accompagnée de Jean-Michel Viau. Bonjour Jean-Michel. Bonjour Adeline. Jean-Michel est le directeur général de l'ICAM qui remplace au pied levé Carole Marcella qui n'a pas pu être parmi nous finalement aujourd'hui. Alors, pour entrer très rapidement dans le vif du sujet, Pascal et Jean-Michel, première question peut-être plus pour vous, Jean-Michel. Est-ce que vous pouvez nous expliquer pourquoi à l'ICAM, nous avons tendance à dire que nous recrutons plutôt des personnes, avant tout des personnes plutôt que des profils? Oui, simplement, on recrute des lycéennes et des lycéens avec lesquels on va passer 5 ans, puisque nos études d'ingénieurs durent 5 ans, ou 6 ans pour le parcours ouvert, et que ce sont eux qui vont, pendant ces 5 ou 6 années, co-construire à nos côtés l'ICAM d'aujourd'hui, et qui, une fois sortis de l'ICAM, diplômés de l'ICAM, seront les ambassadeurs de l'ICAM de demain. Et donc, partant de ce principe, voulant faire un bout de chemin avec des jeunes à qui on donne ce rôle-là, il nous semble important de prendre en compte autant les personnes qu'ils sont que la simple analyse de leurs résultats scolaires au lycée. Et alors pour cela, peut-être Pascal, comment est-ce que vous gérez les algorithmes? Est-ce que vous en utilisez ou pas? Justement, non. Enfin, c'est toute notre spécificité et particularité du processus d'admission à l'ICAM, c'est qu'on n'est pas sur les algorithmes, on est sur l'étude du dossier, donc que l'on reçoit de Parcoursup. Et donc, on a dans le processus une lecture du dossier qui comprend donc une attention particulière sur l'ensemble des pièces, donc notamment d'abord les bulletins, avec une appréciation du niveau académique du jeune au regard justement du parcours qu'il aura choisi à l'ICAM. Puis également la lettre de motivation qui est importante et qui est regardée, ainsi que les centres d'intérêt, et surtout la fiche à venir, qui pour nous est une pièce maîtresse du dossier, puisqu'elle elle nous donne l'avis des enseignants, des professeurs sur la réussite, l'avis sur les conditions de réussite du jeune au regard de nos formations à l'ICAM. Et donc, à l'issue de cette première lecture du dossier, on convoque ou non aux entretiens le jeune pour venir rencontrer sur 2 intervieweurs pour avoir un regard croisé sur le jugement de la candidature au regard de l'évaluation de ses chances de réussite à l'ICAM, et aussi pouvoir mieux découvrir le jeune dans ses centres d'intérêt, dans sa connaissance de l'ICAM, qu'il a de l'ICAM, et aussi au-delà de l'appréciation que nous, on se fait du jeune, que le jeune puisse aussi encore nous questionner sur l'ICAM, et que ça puisse être encore un temps de découverte et de questionnement pour lui lorsqu'il aura son choix final à faire au moment des admissions. Et donc là, au regard des entretiens qui ont eu lieu, ensuite on se réunit en jury national, et soit effectivement on est plutôt d'accord entre intervieweurs pour admettre le jeune, ou alors on est justement on a des avis différents, et auquel cas on rediscute, on rééchange sur la candidature du jeune, pour que le jury puisse décider si le jeune réussira chez nous ou pas au regard de sa candidature. Si je peux compléter un tout petit peu, Adeline, de façon très, très synthétique, très courte. La première phase de lecture des dossiers, on l'a fait vraiment, Pascal, avec l'idée de ne pas prendre le risque de mettre des jeunes en échec dans nos parcours.
Donc on va avoir une lecture plutôt bienveillante, qui n'a pas du tout l'objectif de classer les candidats comme le ferait un algorithme, mais de détecter les dossiers où on se dit c'est pas raisonnable, on va faire prendre à ce jeune un trop grand risque, il vaut mieux pour lui ne pas l'admettre à l'ICAM. Donc la lecture se fait vraiment dans cet esprit, ce qui veut dire qu'on convoque beaucoup de jeunes en entretien, y compris quand on a un doute, quand on ne sait pas, on va préférer convoquer un entretien plutôt que d'éliminer sur dossier. Et le deuxième temps que sont ces 2 entretiens, c'est vraiment en référence à ce que je disais sur la première question, le premier temps de rencontre que nous avons avec les candidats. Et là encore, ce n'est pas un entretien d'évaluation ou de sélection, c'est un entretien pour entrer en relation avec chaque jeune et lui permettre d'entrer en relation avec nous et de se faire une idée de son envie de nous rejoindre ou pas. Peut-être qu'il serait intéressant de préciser pour quelles raisons est-ce qu'à l'ICAM vous faites ce choix d'un recrutement très personnalisé, très suivi, à quelle valeur et à quoi est-ce que ça fait référence dans l'ADN de l'école? Peut-être vous, Jean-Michel. Ben, ça fait partie de l'ADN parce qu'on applique ce qu'on appelle, nous, une pédagogie intégrale. On ne différencie pas, enfin pour nous, c'est un tout. On ne différencie pas les capacités ou les compétences académiques des capacités relationnelles, de la question de faire des choses ensemble pendant 5 ans. C'est-à-dire que on a vraiment un accompagnement de chaque jeune pendant les 5 ans des études. C'est ce qui explique d'ailleurs qu'on a des promotions à taille humaine sur chacun de nos sites, qu'on s'est plutôt développé en créant des sites ailleurs en France plutôt que de faire grossir en quantité notre site historique. Et donc, on a vraiment cette préoccupation, mais elle est historique depuis la création de l'ICAM, de faire un bout de chemin avec chaque jeune et de faire en sorte que chaque jeune fasse un bout de chemin avec nous pendant ces 5 ans. Et du coup, oui, on passe beaucoup d'énergie, beaucoup de temps pendant la période de recrutement. C'est d'ailleurs les directeurs de site, moi-même, les directeurs des études, les responsables de l'école qui assument eux-mêmes ces entretiens avec chaque lycéenne et chaque lycéen pour vraiment entrer en relation avec chacun. Et donc, ça fait partie de... Et c'est aussi là pour... on n'imaginerait pas de faire autrement. Et ensuite, ça permet d'illustrer aussi la façon dont on souhaite vivre pendant les 5 années qui suivent, ces 5 années d'études avec ces jeunes que nous avons recrutés. Alors, du fait de cet accompagnement très fort et qui démarre de fait depuis au stade du recrutement, est-ce que l'on peut dire qu'il ne faut pas que les jeunes, Pascal, soient freinés à candidater à l'ICAM, y compris s'ils n'ont pas l'impression d'avoir un dossier parfait ou dans les règles de l'art pour entrer en école d'ingénieur? Est-ce qu'on peut effectivement dire que tout est ouvert dans les candidatures à l'ICAM? Alors oui, effectivement, je pense que ce qui est vraiment important, c'est d'avoir en tête qu'il y a une place à l'ICAM pour n'importe quel jeune qui a envie de suivre une formation d'ingénieur, et que c'est faire confiance aussi à l'école et dans la capacité à chaque membre du jury d'évaluer et de regarder dans quelle mesure le jeune va pouvoir s'orienter vers telle ou telle formation en fonction de ses appétences et de son profil. Donc, il n'y a pas... voilà, il n'y a pas quelque chose de tout tracé. C'est d'abord reconnaître dans l'ICAM et dans le projet éducatif de l'école quelque chose qui correspond à ce que le jeune a envie de vivre à travers ses valeurs, et après se laisser guider sur le parcours le mieux adapté pour lui. Et aujourd'hui, enfin ça Jean-Michel peut en parler mieux que moi, mais on a la possibilité, et notamment grâce au parcours ouvert, d'accueillir l'ensemble des jeunes, peu importe leur spécialité. C'était justement ma question suivante. Peut-être que l'on peut faire un rapide tour d'horizon et rappeler les parcours disponibles à l'ICAM et pourquoi ces parcours justement permettent d'accueillir un très grand nombre de profils de candidats et pourquoi ils sont précisément très ouverts. Jean-Michel. Oui, alors je vais redire une chose parce que c'est vraiment important avant de détailler les 3 parcours. Dans notre processus de jury, à la fois dans l'analyse du dossier et les entretiens, la question qu'on se pose toujours, c'est tel jeune a-t-il toutes les chances de réussir s'il s'en donne les moyens à l'ICAM? Et ce qu'on va analyser est justement différent d'un jeune à l'autre et d'un parcours à l'autre.
Il faut bien comprendre. C'est pour ça que l'analyse du dossier, elle n'est pas par un algorithme. Je reviens sur des questions déjà posées, mais il peut y avoir un jeune qui ne réussit pas sur un trimestre ou sur le début de son année de terminale ou qui n'a pas réussi en première et qui a révélé quand même à certains moments de sa scolarité des capacités à réussir. Et ça, on va avoir, nous, envie de creuser avec le jeune à l'entretien. Et à la fin, on se dira, pour tel ou tel pour le parcours qu'il souhaite faire, est-ce qu'il a des chances de réussir? Donc maintenant, et du coup, il faut nous faire confiance, et pour ça, il faut candidater pour qu'on puisse avoir cette analyse qui est vraiment très exhaustive sur chaque dossier, et lors de l'entretien avec chaque jeune. Alors, les 3 parcours, le premier parcours, c'est le parcours ingénieur ICAM intégré, c'est le plus classique. C'est un parcours, comme beaucoup de formations d'ingénieurs en France, qui est très scientifique, qui est destiné à des jeunes capables d'être dans une logique d'abstraction, dans la continuité de ce qu'ils ont pu faire en maths et en physique, en particulier en première et en terminale, et qui, petit à petit, sur les 5 années d'études à l'ICAM, vont aller du plus abstrait au plus professionnalisant, avec une dernière année très professionnalisante pour ensuite être capable d'être efficace dans le métier d'ingénieur. C'est un parcours très classique, je ne vais pas trop le développer. Le deuxième parcours, c'est un parcours par apprentissage. On a fait le choix, l'ICAM a été une des premières écoles d'ingénieurs en France dans les années 90 à créer ce parcours, donc on a une très longue expérience, et on l'a fait à l'époque parce qu'on s'est rendu compte justement déjà, lors des salons, lors de nos phases de recrutement, lors des salons et des forums dans les lycées, qu'il y avait des jeunes qui avaient envie de venir à l'ICAM, mais qu'on ne pouvait pas admettre dans notre parcours classique, parce qu'on les mettrait en échec. Du fait de cette caractéristique, il faut avoir un bon niveau d'abstraction, partir du théorique pour aller vers le pratique. Et du coup, on a décidé d'ouvrir ce parcours par apprentissage qui, lui, s'adresse à des jeunes qui ont besoin de plus de concret au démarrage. Et donc, c'est pour ça qu'on s'appuie sur un premier cycle plus technique, puis qu'ensuite, on les met très vite en entreprise pour qu'ils soient dans la vraie vie, et que c'est à partir de là qu'on vient consolider, au fil des 5 ans, un peu dans l'autre sens, les bases scientifiques nécessaires pour devenir un ingénieur de même niveau, de même compétences, de même profil que celui qui a fait la voie classique. Donc, c'est plutôt des jeunes plus concrets qui ont envie d'aller vite sur le terrain de la réalité du monde de l'entreprise. Et du coup, on s'est adressé très vite à, voilà, pour ceux qui se souviennent de ce temps, puisque c'était il y a plus de 20 ans, plus de 30 ans, pardon, les années 90, c'était à l'époque des bacs D. Et un bac D ne pouvait pas réussir dans nos premiers cycles appliquant les programmes de classe prépa, et pouvait réussir dans cette voie par apprentissage. Et voilà, ça fait 30 ans qu'on le fait et ça a fait ses preuves. Et on vient de créer un 3e parcours, le parcours ouvert, parce que là encore, on se rend compte qu'aujourd'hui, les entreprises attendent encore autre chose d'un ingénieur, c'est de la créativité, c'est de l'adaptabilité. Alors, je ne dis pas que ceux qu'on fait le parcours intégré ou le parcours par apprentissage ne sont pas créatifs et adaptables, mais ils passent quand même par des formations qui formatent de façon importante au plan scientifique et au plan technique. Et que pour répondre à cette demande des entreprises d'une part, et aussi à la réalité de ce que sont les jeunes générations d'aujourd'hui, ouvertes et curieuses de plein de choses, et aimant zapper sur plein de sujets, on a créé ce parcours ouvert qui a une forte approche sur des pédagogies très actives, où on s'adresse à des jeunes qui ont envie de découvrir par eux-mêmes, que le système d'apprentissage classique, à qui le système d'apprentissage classique ne convient plus, ils ont envie de passer de faire autrement. Mais alors du coup, c'est exigeant parce que ça leur demande beaucoup d'autonomie dans l'apprentissage, beaucoup de travail collectif, et aussi une grande ouverture sur l'international, puisque c'est un parcours qu'on a voulu multiculturel et international. Merci. Alors, ce sont 3 parcours qui ont des spécificités fortes et qui ont des attraits très forts aussi. Et peut-être que pour un lycéen, ça peut être compliqué de savoir exactement où candidater, que choisir. Pascal, qu'est-ce que vous conseilleriez aux lycéens dans leur choix, dans leur vœu sur Parcoursup pour bénéficier, pour à la fois garder des portes ouvertes et bénéficier pleinement aussi de l'accompagnement au discernement que vous proposez à travers tout le parcours de recrutement? Comment est-ce que les lycéens peuvent opérer leur premier choix, on va dire, sur Parcoursup?
Ah bah, ce qui est vraiment essentiel, c'est de venir nous rencontrer. Je pense que c'est en venant en approchant l'ICAM à travers les différents parcours, soit en rencontrant, en venant sur des journées portes ouvertes, rencontrer nos enseignants, mais aussi et surtout nos étudiants, qui sont les premiers vecteurs de communication et de témoins de ce qu'ils vivent à l'ICAM pour pouvoir dire au mieux ce qu'ils retrouvent dans chacune des formations. Je pense que ça, c'est vraiment, vraiment la clé pour comprendre ce qu'on va vivre à l'ICAM et comment on va le vivre, tant à travers la formation que finalement ce qui se vit en dehors des études aussi sur la vie étudiante. Comme par exemple à Lille, et sur la plupart de nos campus en France, on a des résidences étudiantes. Donc à Lille, on a 318 chambres au sein même de notre campus. Donc en fait, on est plutôt dans une grande maison où on peut partager avec nos collègues de promotion des temps de vie étudiante à travers la vie quotidienne, à travers les associations, les activités, mais aussi les études en prenant le petit déjeuner, en traversant la cour, en allant en amphi, tout en restant dans cette grande maison sur des valeurs aussi qui reposent beaucoup sur l'entraide, la solidarité, voilà, et puis l'envie. Et je pense qu'on a aussi cette force d'accompagnement à l'ICAM de pouvoir permettre à nos jeunes de réaliser leurs projets. Alors pendant les études, mais aussi en dehors des études, et d'être auprès d'eux, beaucoup en co-responsabilité, bien sûr, hein, sur leurs engagements, mais de pouvoir vivre une vraie vie étudiante en étant acteur et porteur de vrais projets, par l'expérimentation et par la possibilité qu'on leur donne de faire et d'oser. Et du coup, pour les aider à y voir clair sur les trois parcours et faire des choix, il faut vraiment qu'ils ne s'interdisent rien au moment des vœux, des sous-vœux sur Parcoursup. Bien sûr, en plus, et c'est normal, chacun d'entre nous, et eux en particulier, sont influencés par un environnement familial, académique, amical, et peuvent s'interdire des choses euh, euh, par manque d'information ou par manque de réflexion personnelle. Nous, on va, alors bien sûr, un jeune qui a bien réfléchi et qui vraiment se projette dans un des trois parcours, bah, il faut qu'il candidate à ce parcours et qu'il se donne les moyens de réussir aux entretiens, voilà, à nous convaincre à l'entretien, à répondre à nos questions, etc. Et puis ensuite à réussir dans ce parcours. Mais l'intérêt de faire différents sous-vœux sur deux ou même les trois parcours, c'est se donner la chance, pendant l'entretien, de pouvoir discuter avec les deux personnes. En plus, ils ont la chance de voir deux personnes différentes qui ne croisent pas leurs avis entre l'entretien. Donc, c'est très spontané et ils vont pouvoir du coup avoir un éclairage. C'est-à-dire que, enfin, moi, quand je fais passer des entretiens, j'hésite pas, quand je comprends la personnalité d'un jeune ou ce à quoi il aspire, je n'hésite pas à lui envoyer des conseils, même si je sais que je perturbe son référentiel. Voilà, parce qu'on sait que voilà, un jeune. Enfin voilà, il faut sortir des stéréotypes et accepter l'échange. Et nous, ce qui nous intéresse, j'en reviens à choisir et être choisi, c'est que le jeune repart de l'entretien, à la limite, en se posant de bonnes questions. Et peut-être qu'après l'entretien, s'il était venu pour faire un parcours et que suite à l'entretien, il a compris des choses et qu'il se pose des questions pour lui, bah peut-être il va maintenir son choix qu'il avait avant d'entrer en entretien, ou peut-être il va en changer. Rien que le fait de faire cette réflexion et de reposer un choix, c'est déjà un gage de réussite. Parce qu'en fait, encore une fois, ce qui nous intéresse, c'est que les jeunes réussissent. C'est pas de les mettre dans un parcours sur lequel ils vont être en échec, ou de les mettre sur un parcours qui leur font plaisir, c'est de les mettre sur un parcours où ils vont donner le meilleur d'eux-mêmes et réussir. Et du coup, peut-être que ce qu'on peut recommander, conseiller, surtout en tant que prescripteur, c'est de ne pas prédéfinir une orientation ou un choix du jeune au regard de son orientation, et plutôt sur Parcoursup, lui laisser le choix de postuler à plusieurs parcours, enfin de se positionner sur plusieurs parcours en sachant qu'on n'a pas de limite de sous-vœu au regard du vœu ICAM que fera le jeune. D'accord, très bien.
Pour accompagner vers la réussite, il y a aussi l'accompagnement financier. Peut-être qu'on peut parler de cet aspect-là. Qu'est-ce qui existe pour les élèves en termes d'aide financière, à la fois à l'ICAM et au RICAM, pour pouvoir financer les parcours de formation? Jean-Michel peut-être, ou Pascal, selon ce que vous préférez. Donc, bien sûr, les étudiants vont avoir des bourses d'État en fonction de leur niveau de bourse qui est déclaré en fonction des revenus familiaux. Et nous, à l'ICAM, on vient depuis pas très longtemps, on a mis ça en place il y a 4 ou 5 ans, on vient compléter ces bourses d'État en fonction du niveau de cette bourse d'État, qui va de 1 à 7, je crois. Aujourd'hui, Ouais. c'est ça? Je vérifie. 0 de 0 à 7, pardon. J'étais pas loin. On vient compléter par une bourse de l'école. C'est-à-dire qu'un boursier de niveau 6 ou 7 aura une bourse de l'école qui viendra pratiquement annuler la totalité des frais de scolarité, au moins pendant les 2 premières années. Voilà. Et alors ensuite, on a un autre dispositif qui notamment joue plus sur les 3 années qui suivent, ou les 4 années qui suivent pour le parcours ouvert, qui est en 6 ans, et qui existe depuis 50 ans à l'ICAM. Je pense qu'on est la seule école à avoir mis ce dispositif en place. C'est ce qu'on appelle des prêts d'honneur. On dit à tout élève qui rentre à l'ICAM, si la question financière est un sujet, et ça peut l'être, et ça l'est souvent, ça ne doit pas t'arrêter dans le choix que tu fais de venir à l'ICAM. Et donc, on a une fondation reconnue d'utilité publique, qui s'appelle la Fondation Ferron-Vros, qui fait partie de la famille ICAM, et qui avance aux jeunes la scolarité sans intérêt, ce n'est pas un prêt bancaire. C'est ce qu'on appelle un prêt d'honneur. Donc, la Fondation lui avance l'argent de la scolarité, jusqu'aux 5 années s'il le souhaite, en lui disant simplement, on a créé un fonds énorme depuis 50 ans. Aujourd'hui, je pense qu'on a à peu près 7 à 8 millions d'encours qu'il a fallu qu'on mette de côté. Et on dit à chaque jeune, ça n'est pas une bourse, sinon ce fonds serait vite épuisé. Et donc, on te demande, on te propose pas, on te demande, par un engagement moral, c'est pour ça qu'on appelle ça le prêt d'honneur, de nous dire que quand tu auras quitté l'ICAM et que tu auras un bon job d'ingénieur avec un bon revenu, ce qui est le cas pour tous nos diplômés, sauf ceux qui font le choix par décision d'aller dans des secteurs spécifiques pendant quelques années du début de leur vie. En tout cas, ils prennent un engagement de renvoyer ce qu'on leur a donné pour faire leurs études, de façon à ce que dans 5 ans, 6 ans, 7 ans, puisqu'en général, le retour est au bout de 6 ou 7 ans, le temps qu'ils se stabilisent un petit peu dans leur premier job, et on leur demande de faire ça dans les 5 années qui suivent la sortie de l'école, de façon à ce qu'on puisse refaire ça pour d'autres. Et c'est comme ça que ce fonds fonctionne bien, qu'on a tous les ans la possibilité de mettre en œuvre ce dispositif pour tous les élèves qui le demandent. Voilà. D'accord, très bien. Alors, ce que je vous propose, c'est de jeter un petit coup d'œil aux questions qui se posent et qui entrent vraiment dans le très concret du recrutement. Une première question sur la fiche à venir. Quels sont les éléments que vous attendez plus particulièrement dans cette fiche à venir? Pascal, peut-être, quels sont les éléments du coup qui sont très regardés dans cette fiche à venir, ou est-ce qu'il faut mettre des choses en particulier? Qu'est-ce que l'on attend de cela à l'ICAM? Alors, moi, je pense que ce qui est vraiment, en tout cas me concernant, parce qu'après, on a des clés de lecture et on va chercher dans chacune des pièces maîtresses du dossier ce dont on a besoin pour nous-mêmes, en tant que membres du jury, évaluer les chances. Hein. C'est toujours les conditions de réussite du jeune dans le parcours qu'il a choisi, ou les parcours qu'il a choisis. J'irais plutôt, moi, l'avis des professeurs, l'avis des enseignants. Je pense que ça, c'est très important. De pouvoir, au regard des appréciations, jauger à nouveau la clé de réussite. Enfin, moi, ce que je regarde, ce qui est très différenciant, par exemple, dans les appréciations, c'est que quand bien même la note du jeune, par rapport à sa moyenne par rapport au niveau académique, c'est de se dire aussi, est-ce que c'est un jeune dont l'enseignant estime qu'il a les compétences, qui sait raisonner, qui sait avoir suffisamment d'abstraction dans les matières scientifiques pour réussir je dis au hasard, dans le parcours intégré, mais
qui a plutôt été tranquille dans ses études, sans trop produire d'efforts, je pense que je ferais de manière assez... Je serais plus confiante à penser que ce jeune réussira qu'un jeune qui aura tout donné, que l'enseignant notifiera qu'il a vraiment fait beaucoup d'efforts et que il n'a plus beaucoup de réserves. Eh bien, je me dirais, mince, peut-être que ça va être compliqué pour lui si on lui demande encore de monter dans le domaine scientifique, notamment en mathématiques ou physique, dans notre enseignement de formation ingénierie cam intégrée, par exemple. Mais je raisonnerais complètement différemment si c'était sans doute pour estimer, évaluer le parcours de formation du jeune au niveau du parcours ouvert, par exemple, où on va rechercher plus l'ouverture culturelle, la maîtrise, l'appétence pour la langue anglaise, etc. D'accord. Alors, une deuxième question qui se pose, c'est quelle est la façon dont on étudie et apprécie les dossiers à l'ICAM, c'est-à-dire de quelle manière est-ce que vous opérez la lecture des dossiers? Alors, ça, ça dépend, j'imagine, un petit peu de différents parcours, mais est-ce qu'il y a des choses que vous recherchez particulièrement chez les candidats qui retiennent votre attention, ou est-ce qu'au contraire, vous êtes très ouvert à plein de critères? Jean-Michel, peut-être vous qui lisez aussi. Alors, faut d'abord savoir que le dossier peut être lu par 2 ou 3 personnes différentes, oui, selon la complexité du dossier. C'est-à-dire que la lecture ne dépend pas que d'une seule personne. Et qu'ensuite, et que du coup, la lecture peut être différente d'une personne à l'autre. Donc moi, je peux parler de la façon dont je lis un dossier. Je vais revenir d'ailleurs sur la fiche à venir. Je commence par jeter un œil sur la fiche à venir, parce que j'ai besoin d'avoir une vue très synthétique. Alors, je fais ça une fois par an, entre deux, j'oublie, mais je pense que c'est aujourd'hui sur la fiche à venir qu'on a l'information, par exemple, de est-ce que c'est une très bonne classe ou c'est bien dans cette fiche. Donc, ça, c'est des informations très importantes pour moi, parce que ça me permet ensuite, quand je vais regarder les bulletins ou les résultats trimestriels, de prendre du recul. Une moyenne au regard de la moyenne de classe, selon le type de lycée et le type de classe dans le lycée, ça ne veut pas dire la même chose. Et moi, j'ai besoin de ça pour vite me faire un avis, toujours avec cette idée, oula, non, son dossier ne peut pas passer, je l'envoie à l'échec. Mais après, ça me donne une première idée. Après, je vais aller regarder les bulletins scolaires un à un qu'on a. Et si je vois qu'il a fait une bonne première et qu'il s'est effondré au premier trimestre de la terminale, par exemple, mais que le deuxième trimestre serait un peu meilleur, je vais me dire ça vaut le coup qu'on en discute à l'entretien. Donc, je vais aller dans cette finesse d'analyse. Alors, bien, après, chaque dossier est différent, parce qu'encore une fois, sur le dossier, la question, c'est est-ce qu'il sera en échec ou pas, de façon sûre, de notre point de vue. Donc, il y a des dossiers, très vite, on voit qu'il n'y a aucun problème, qu'on peut convoquer le jeune à un entretien. D'autres dossiers, on voit très vite qu'il a postulé à l'ICAM, mais qu'on va le mettre en échec, quel que soit le parcours d'ailleurs. Donc voilà. Et puis après, bien sûr, moi, je termine par la lettre de motivation qui me confirme. Voilà. Et avec ça, je donne mon opinion en disant il faut le convoquer à l'entretien ou il ne faut pas le convoquer. Mais c'est toutes les pièces. Et je pense que, alors après, chaque lecteur de dossier, il y en a qui vont peut-être commencer d'abord par la fiche de motivation, puis aller voir les bulletins scolaires et terminer par la fiche à venir. Mais au final, on fait une alchimie de tout ça. Et ce que Pascal disait est vraiment important. Dans la fiche à venir, je reviens, parce que c'est là que vous intervenez au moment de Parcoursup. Moi, j'ai besoin de savoir, quelqu'un qui a de très bons résultats, mais qui n'a jamais été mis en difficulté, quand je vais voir le jeune en entretien, je vais l'alerter. Parce que je sais que c'est comme il n'a jamais été confronté à une difficulté, quand il va se retrouver, s'il était premier de classe, quand il va se retrouver dans le premier tiers de sa classe ou dans le premier quart de sa classe, quand il va se retrouver dans une promo de 100 avec que des jeunes de son profil, ça va changer la donne. S'il ne se met pas au boulot très vite, voilà. Et moi, parfois, je préfère quelqu'un qui a eu des difficultés en première et qui a su déjà réagir. Et parce que je me dis, il a déjà expérimenté ça, et comme ça va lui arriver à nouveau à l'ICAM, je peux espérer qu'il fasse la même chose. Alors après, bien sûr, si dans la fiche à venir, on nous dit, il est vraiment au bout de ce qu'il peut faire, voilà, on n'est pas là pour mettre les jeunes en échec. C'est-à-dire que là encore,
faire un DUT, par exemple, et revenir et passer les concours et revenir dans une école d'ingénieur, l'ICAM ou une autre, en ayant réussi après un DUT, c'est peut-être plus sécurisant que de venir dans une école d'ingénieur en 5 ans, où une fois qu'on est engagé, peut-être on peut perdre 1 an ou 2 et se retrouver sans rien au bout d'1 an ou 2, si on est trop juste. Pascal, peut-être tout à l'heure, on évoquait justement le souci de prendre en compte un certain nombre de critères et de prendre en compte le contexte dans lequel le ou la lycéenne arrive. Et il y avait peut-être une croyance erronée qui était que cette anonymisation des lycées sur Parcoursup, donc peut-être bien repréciser que non, les lycées ne sont pas anonymes et que précisément, c'est quelque chose de très important pour vous dans ce process de rechercher un recrutement de grande qualité et très, très personnalisé. Alors oui, effectivement, je pense que c'est quelque chose qui avait été envisagé, évoqué par Parcoursup, d'anonymiser les candidatures, y compris les provenances. Donc aujourd'hui, ça n'est pas le cas. Et fort heureusement d'ailleurs, parce qu'on serait vraiment très ennuyé de ça, puisque on repose tout notre processus d'admission sur aussi les lycées. Et du coup, l'origine du candidat au regard des positionnements du lycée et même des classes. Donc, non, c'est très important qu'on puisse maintenir ça. D'accord. Et j'insiste parce que, bien sûr, il y a la réputation ou les résultats d'un lycée, etc. Donc, forcément, on regarde ça, encore une fois. Un dernier tiers de classe dans un lycée qui sort 80% de mention très bien au bac n'est pas la même chose qu'un. Enfin voilà, vous m'avez compris. Enfin, nous, on a besoin de cette info pour mesurer l'analyse du bulletin scolaire. Mais au-delà de cette info, je reviens à la fiche à venir. Vous savez, parce que vous avez des années d'expérience, que une année particulière, c'est une classe qui n'est pas terrible, ou au contraire, c'est une très bonne classe. Le mettre dans la fiche à venir, ça nous éclaire. Et encore une fois, ça nous éclaire. Nous, on ne va pas éliminer pour éliminer les candidats. Le but, c'est qu'on accueille le plus possible de jeunes qui ont envie de faire l'ICAM. Mais ça nous éclaire sur le risque que l'on ne veut pas leur faire prendre pour certains. Et ça, c'est notre job. Et que de notre côté, ça fait pour moi, ça fait plus de 20 ans que tous les ans, je fais ça. Et que les membres du jury, c'est le cas de Pascal, c'est le cas de la plupart. Alors, tous les ans, on accueille 2 ou 3 membres qui doivent apprendre dans le jury. Mais c'est beaucoup de gens qui ont l'habitude. Et donc, c'est notre savoir-faire que de repérer tout ça et de convoquer aux entretiens des jeunes qu'on a envie de rencontrer pour en savoir plus. Alors, il y a une question de Sylvie. Quelles sont les qualités indispensables à l'ingénieur ICAM ? Alors, voilà, depuis tout à l'heure, on dit qu'on est très, très ouvert à toutes sortes de lycéens et lycéennes. Est-ce qu'il y a des qualités requises ou pas du tout pour être ingénieur ICAM ? Alors, tu compléteras, Pascal, je ne vais pas être… La première, on a une formation généraliste. Donc, la première qualité requise, c'est la curiosité sur plein de choses. Je vais encore faire dans la caricature. Un jeune lycéen qui est bon en maths physique, excellent en maths physique, et qui ne travaille que ça, et qui ne montre aucune autre curiosité pour d'autres matières. Moi, quand j'ai un dossier comme ça, quand j'analyse un dossier comme ça, je me dis, à l'ICAM, on va lui demander de faire plein de choses. Tout ne va pas lui plaire. Est-ce qu'il va être capable de travailler dans toutes les choses qu'on va lui demander? Donc ça, c'est une première… La curiosité et la pluridisciplinarité, la capacité à se mettre à des choses différentes et à donner le meilleur de lui-même dans des sujets très variés est vraiment quelque chose d'important pour l'ICAM. Et on n'hésitera pas d'ailleurs à éliminer après un entretien. Beaucoup d'enseignants ou de familles sont surpris de ça, en disant un tel est admis partout, il a d'excellents résultats scientifiques et il n'est pas admis à l'ICAM. Parce que pour tout ce qu'on raconte depuis tout à l'heure, à la fin de l'entretien, on a jugé qu'il valait mieux qu'on laisse la place à quelqu'un d'autre. Et puis la deuxième qualité, c'est la qualité de rapport aux autres, de sociabilité. Donc c'est sûr qu'à l'entretien, on va beaucoup parler de ses activités extrascolaires, de ses engagements dans la société, dans des clubs sportifs, dans des clubs musicaux. Et ça rejoint d'ailleurs cet appétit qu'il a à faire des choses variées et pas être que auto-centré, que sur le scientifique. Alors, bien sûr,
n'en déduisez pas que le scientifique n'a pas d'importance à l'ICAM. Bien sûr qu'il a beaucoup d'importance et bien sûr qu'on regarde ça, sinon on les mettra en échec. Mais on va chercher tout ça. Il y a la valeur du collectif aussi, de pouvoir vivre en communauté. C'est très important de se sentir à l'aise dans un collectif. Alors, il y avait une autre question, mais vous y avez partiellement répondu. Lisez-vous les parties non obligatoires sur Parcoursup, telles que les centres d'intérêt? Et si oui, quelle importance y attachez-vous? Donc, on peut remettre à nouveau une couche là-dessus, c'est qu'effectivement, ça fait partie des choses importantes dans l'appréciation, j'imagine, d'une candidature. Ah oui, pour être très transparent, quand on a un doute sur encore une fois, avec une logique de bienveillance, quand on a un doute sur la lecture d'un dossier, parce que dans la fiche à venir, les professeurs ne disent pas, ne donnent pas un avis favorable ou très favorable, ce qui est bien, parce que ça nous éclaire beaucoup. C'est la première chose qu'on regarde, hein, parce que nous, on ne connaît pas encore les jeunes, donc la première chose, c'est ce que vous nous dites sur la poursuite d'études envisageable pour le jeune. Quand on confirme ça par ses résultats trimestriels en première terminale, et que derrière, dans la fiche où il se présente ses activités, il ne met rien, ça ne va pas nous donner envie de le recevoir en entretien. Si par contre, dans sa fiche d'activité, il décrit les choses dont on vient de parler, sa capacité à faire d'autres choses, à être curieux, à réussir dans d'autres domaines, ça va ouvrir notre curiosité, on va avoir envie de l'appeler à l'entretien. Ça ne lui donnera pas toutes les chances d'être admis après l'entretien, mais au moins, il se donnera les chances de venir nous voir et de discuter et du coup de nous convaincre qu'il a sa place chez nous. Et du coup, un conseil, effectivement, c'est de ne pas négliger cette pièce maîtresse du dossier également. D'accord. Alors, on a une autre question. Je pense effectivement qu'on y a aussi partiellement répondu, mais ça vaut peut-être la peine de donner des explications complémentaires. Un élève au niveau moyen dans une classe au niveau excellent, du fait du hasard de composition des classes, pourrait-il être pénalisé dans sa candidature? C'est toujours cette histoire de rapport au niveau de la classe, au niveau du lycée. Donc, je pense que la réponse est non, mais je vous laisse… Normalement, non. Après, si vous voulez, même les algorithmes, ils appliquent des choses qui ne donnent pas une vérité absolue tout le temps. Ça s'est vu d'ailleurs, je pense, ça a été longuement décrié pendant les temps de Covid, je pense. Mais même nos méthodes ne sont pas infaillibles. Mais si la fiche à venir nous alerte là-dessus, si derrière nous on vérifie quand même que le lycée a régulièrement de très bonnes classes, alors oui, bien évidemment, quelqu'un qui est moyen dans une très bonne classe, on va le convoquer aux entretiens. Et il a toutes ses chances d'être admis à l'ICAM. Et à l'inverse, quelqu'un qui est en fin de premier quart, donc bien situé dans sa classe, mais qui aura un avis dans la fiche à venir favorable sans plus, et sur lequel on détectera des risques, parce qu'on aura vu des trous dans sa scolarité, peut-être qu'à l'entretien, s'il ne nous convainc pas, on ne le retiendra pas. Une question suivante. Tenez-vous compte de la période particulière passée. Les jeunes ont été au ralenti, n'ont pas pu participer à des événements extrascolaires. Ils sont perturbés tant scolairement que personnellement. Alors voilà, est-ce que vous tenez compte du contexte particulier des 2 dernières années? Pascal, peut-être? Alors, dans le processus d'admission, effectivement, on repère ça, des jeunes qui ont qu'il y a des écarts entre les jeunes qu'on recevait il y a 2 ans et ceux qu'on a reçus. D'ailleurs, on a eu nos entretiens en distanciel tout sur l'année 2020 et on est très heureux cette année de pouvoir recevoir en présentiel les candidats. Maintenant, c'est pas tant au niveau des admissions, c'est surtout sur le démarrage de la formation, où on a une attention particulière sur la posture des jeunes dans leur intégration à une vie étudiante qui… on a eu beaucoup de chance parce que pendant la période Covid, nos enseignants ont maintenu les formations
pour les premières et deuxième années sur site. On a gardé nos étudiants et ça a été une vraie chance. Et d'ailleurs, les jeunes l'ont reconnu, hein, qu'il y avait vraiment beaucoup d'attention. Parce que ils ont beaucoup, les jeunes ont pris cher, hein, sur cette période. Donc, je pense qu'on a vraiment une attention particulière par rapport à ça. Et oui, on a repéré des écarts entre ce que les jeunes sont en capacité d'intégrer, de repérer en termes de code sur la vie de site que ce qu'ils pouvaient être en capacité peut-être d'intégrer beaucoup plus vite des années antérieures, y compris sur l'apprentissage d'ailleurs, pendant les cours. Puis après, je pense que vous avez tous compris qu'avec le processus qu'on vous décrit depuis tout à l'heure, on est dans un processus de relativité. C'est-à-dire qu'on n'a pas un algorithme qui nous dit celui-là, il faut le prendre, celui-là, il ne faut pas le prendre. Et donc, nous, vraiment, on travaille en disant ceux-là, ils vont être mis une certaine catégorie de candidats, on va pas les retenir dès le début parce qu'on pense qu'on leur ferait prendre un trop grand risque. Et donc, on ne les convoquera pas à l'entretien. Et ensuite, une fois que tous ceux qu'on convoque à l'entretien, on en a beaucoup plus que de nombre de places à l'ICAM. Et donc, derrière, c'est une question de relativité. Or, ils ont été tous placés dans la même situation, plus ou moins depuis 2 ans. Et donc, ça fait aussi partie de la réalité des choses dont on peut parler avec eux, parce que la façon dont ils ont vécu ces 2 années, les moyens qu'ils se sont donnés pendant ces 2 années pour passer au travers de ces 2 années, indiquent des choses aussi sur la personnalité de chaque lycéenne et chaque lycéen. Et donc, nous permet, nous, de mesurer si ils vont être bien. Et puis ça, en plus, on le repère assez vite dans ce qu'ils nous disent de l'ICAM à l'entretien, et que se sentant bien, à l'ICAM, ils vont avoir toutes les chances de réussir. Donc, oui, forcément, on tient compte de cela par le processus que nous avons. Et par aussi notre différenciation, notre axe différenciant sur l'accompagnement. C'est-à-dire de dire aussi, on prend le jeune comme il est. Chaque étudiant chez nous a une personnalité, a une manière d'être qui fait qu'on le prend comme il est et on l'amène là où, voilà, sur le meilleur de ce qu'il va pouvoir donner de lui-même, en l'acceptant aussi comme il est et de là où il part. Et ça, du coup, ça permet de créer des relations individuelles entre le corps enseignant et l'étudiant au regard de sa capacité à rentrer dans une progression à son rythme. D'accord. Avec voilà, sa manière d'être et puis aussi donc, ce qu'il a vécu plus ou moins difficile pendant cette période compliquée. Alors, parmi les questions, il y en avait une également à laquelle nous avons partiellement répondu, mais peut-être que ça vaut la peine de revenir dessus. Est-il possible de candidater à 2 parcours? Pascal? Oui, voire 3. C'est même, sauf si on est vraiment hyper clair, hyper déterminé, c'est même recommandé, de mon point de vue. Parce que ça donne une occasion de plus d'entrer en relation, d'aller vers une vraie rencontre lors de l'entretien. Et de venir à l'entretien avec aussi des questions et de pouvoir échanger là-dessus avec moi ou avec d'autres, selon la personne avec qui la lycéenne ou le lycéen va se retrouver en entretien. Et encore une fois, il y aura 2 personnes différentes. Donc, il pourra en plus avoir 2 points de vue différents, qui peut-être ne seront pas identiques. Et ça, c'est toute la réalité du projet d'ICAM, Pascal vient de le dire. Chacun est différent et et nous aussi, on est tous différents. Et donc, c'est cette alchimie qui fait qu'après, l'ICAM est l'ICAM et que les entreprises repèrent une particularité, une singularité dont tu parlais, Adeline, en début d'interview, qui est l'ICAM. Alors, une question qui rebondit sur le sujet que nous abordions juste avant. La période Covid détermine-t-elle finalement les capacités d'adaptation des candidats? Elle donne un, vous voyez, je reste très, très modeste et très, très humble sur ces sujets-là. Oui, elle donne un éclairage, mais on ne va pas utiliser que cet éclairage-là. Parce que, elle a encore, c'est quelque chose que je peux dire au moment de l'entretien, parce que par rapport à la question de capacité de réussite, tout à l'heure, on parlait de bonne classe ou de classe normale ou de classe faible.
c'est un sujet important. Mais après, d'où vient le jeune est important aussi. Et donc forcément, moi, en tant que membre du jury, je ne peux pas avoir le même jugement sur un jeune qui est dans un milieu social qui le handicape par rapport à ses études et au passage de la crise sanitaire qu'on vient d'avoir. Je ne peux pas du coup je dois avoir un avis qui n'est pas le même que pour un jeune, voilà, qui a toutes les chances, qui a eu plus de chances de bien passer cette période-là. Donc, et ce que je dis là de la crise de la Covid, c'est pareil on parlait des activités extrascolaires, on parlait de l'ouverture sociale, de la curiosité. Bien évidemment, on analyse ça au regard de chaque jeune. On va pas avoir le même, voilà. Et il y a des entretiens, des jeunes bien sous tout rapport entre guillemets, où je me dis, compte tenu de la situation dans laquelle il est, c'est dommage qu'il n'ait pas un investissement personnel plus important sur un ensemble de sujets. Et il y a des jeunes où je me dis, c'est normal qu'il n'ait pas cet investissement. Il y a plein de choses. Quand on est à l'entretien, on peut aller, si le jeune l'accepte, hein, si la lycéenne et le lycéen l'acceptent, mais on peut comprendre des choses qu'ils ne peuvent pas écrire et que parfois, d'ailleurs, ils ne souhaitent pas dire non plus. Et ça, on est très respectueux de cela. Mais parfois, à l'entretien, on détecte des choses et ça permet d'en savoir plus et du coup d'éclairer notre jugement et notre décision. Notre décision plus que notre jugement. D'accord. Alors, on a plusieurs questions qui concernent l'enregistrement de ce webinaire, puisqu'on a des personnes qui sont arrivées un petit peu en retard. Donc, j'en profite pour préciser, oui, ce webinaire est enregistré et vous aurez un lien pour le visionner de nouveau si besoin et le partager d'ailleurs. Autre question. Être une candidate, est-ce un atout? Ingénieur au féminin, me précise-t-on. C'est vrai que dans les formulations, on utilise beaucoup le masculin. On s'est fait un petit peu piéger tout à l'heure. Voilà. Est-ce que c'est un atout ou simplement, non, c'est une candidature comme les autres? Pascal, Jean-Michel? Alors, on accueille volontiers les filles à l'ICAM parce qu'en fait, on est quand même sur des formations où on a plus de candidats que de candidates. Et du coup, on a, en tout cas dans nos actions de promotion, de formation, on encourage et on souhaiterait accueillir plus de filles. Donc, c'est vraiment, on est dans le… Mais comme beaucoup d'écoles et sur le plan national, d'essayer de créer de l'attractivité pour des métiers plus techniques ouverts et accessibles aux filles. Donc, ça rejoint et ça impacte nos écoles. Maintenant, on a… alors, est-ce qu'on a une attention particulière? Est-ce que c'est un atout? Moi, il n'y a pas de quota à l'ICAM, donc on va pas se dire il faut absolument qu'on ait tel pourcentage de filles. Donc en cela, c'est pas un atout. Tout ce qu'on vous a expliqué depuis tout à l'heure, on va l'appliquer de la même façon à une candidate qu'à un candidat. Par contre, comme justement on est dans cette relation interpersonnelle et qu'on analyse un certain nombre de choses, je pense qu'être une candidate est un atout pour l'ICAM parce qu'une candidate va révéler des choses à l'entretien. Alors là encore, je ne peux pas faire de généralité parce que bien sûr, mais par expérience, les membres du jury ont quand même constaté que les candidates que nous avons à l'ICAM, en règle générale, c'est justement des jeunes femmes qui ont des engagements, peut-être plus que la moyenne masculine des candidats que nous avons, qui ont une maturité, du coup une ouverture, une curiosité plus là, et en général dans la façon d'analyser, y compris leur parcours scolaire en seconde, première, terminale, à part quelques exceptions, c'est en général des dossiers qui nous posent moins de questions, souvent. Donc, oui, on a un pourcentage qu'on cherche à faire progresser désespérément, mais voilà, la réalité culturelle est telle que dans le type de formation qu'on propose, il y a encore plein de barrières qui existent. Donc, je pense que c'est un atout. Pour autant, ça ne rend pas le processus plus facile. Oui. Peut-être que le fait de choisir une école d'ingénieur en étant une fille, on est plus déterminé dans son choix. Enfin, c'est peut-être plus… Finalement, on a moins de questionnements face à une fille qu'on peut l'avoir pour certains garçons. Peut-être que c'est ça qui fait la différence. D'accord, très bien. Une question pour le parcours apprentissage. Aidez-vous les jeunes à rechercher leur entreprise? Alors, non.
Parce qu'en fait, à l'ICAM, ma réponse est crue d'abord pour bien comprendre la logique, mais après, forcément, on la pondère. On cherche vraiment à ce que D'abord, on recrute plutôt des jeunes qu'on repère autonomes et dynamiques, plutôt. Et ensuite, on va dans le contexte de leurs 2 premières années pendant lesquelles ils vont se préparer et ensuite chercher un contrat d'apprentissage, parce que je rappelle que c'est au bout de 2 ans, après notre premier cycle qui est intégré, qu'ils cherchent leur contrat d'apprentissage. Alors, sauf à Grand Paris Sud, où l'apprentissage démarre en 2e année, mais ils ont quand même 1 an avec nous en statut étudiant. On les prépare à cette autonomie, on leur donne les outils pour qu'ils recherchent par eux-mêmes. Et donc, en règle, la plupart du temps, ils trouvent par eux-mêmes les contrats d'apprentissage. Après, bien sûr, si, encore une fois, accompagnement individuel, si l'un ou l'autre est en difficulté, on ne va pas le laisser se noyer tout seul. Ouais. Et on a la chance d'être sur un marché porteur aussi, c'est-à-dire qu'il y a des entreprises, c'est plutôt les entreprises qui recherchent à pouvoir accueillir sous contrat d'apprentissage nos jeunes. Et du coup, on organise un forum entreprise annuel sur le plan national d'entreprises qui viennent rencontrer nos étudiants, alors, qui vont être diplômés les 5e années, mais aussi du coup les jeunes de 2e année qui recherchent le contrat d'apprentissage. Et par le site, donc localement, on ouvre aussi des forums aux alentours du mois de juin pour des entreprises plus petites qui n'ont pas pu s'inscrire sur notre forum national, de venir aussi encore rencontrer les jeunes pour le recrutement des contrats. Aujourd'hui, on n'est pas en difficulté, ni même pendant la période Covid, d'ailleurs on a eu très peur, on n'a pas eu de difficulté de recrutement des contrats d'apprentissage dans le cadre de nos formations, et ça, on en était vraiment très, très contents. Non, il n'y a aucun risque sur le sujet. D'accord. Une question plus statistique. Pouvez-vous, à titre indicatif, nous rappeler les chiffres? Nombre de candidats, nombre d'entretiens et nombre de reçus. Est-ce que vous avez les chiffres en tête, Pascal ou Jean-Michel? Le nombre de candidats, je pense, c'est à peu près 3000. D'une année sur l'autre, ça tourne autour de 3000. Entre 2008 et 3000, on va dire, voilà, pour être un peu plus précis, selon les années. Je regarde parce que j'ai devant moi les gens qui s'occupent de ça, qui me font les gros yeux si je ne donne pas les bons chiffres. Je pense que le nombre de personnes qu'on convoque à des entretiens, c'est autour de 2000-2100. On me dit oui de la tête, vous voyez. Et après, le nombre de places à l'ICAM, c'est 850, je pense. Parfait. Alors, moi, je pourrais... Pardon, j'insiste. Je vous donne les chiffres parce que vous posez la question et que j'y réponds, mais ce n'est pas un objectif pour nous. Encore une fois, par exemple, le premier chiffre entre le 3000 et le 2000, on peut partir de 2007 et terminer à 2100 ou 2200. Ça dépend des années. On ne se donne pas d'objectif là-dessus. Parce qu'en fait, la seule chose qu'on fait, c'est d'éliminer les dossiers sur lesquels on se dit, là vraiment, la probabilité qu'il soit en réussite est trop faible. On ne veut pas lui faire prendre ce risque. Voilà. Et donc, d'une année sur l'autre, ça peut varier ces chiffres-là. Je vous donne des ordres de grandeur à peu près moyens qu'on observe d'une année sur l'autre, mais ce n'est pas un objectif en soi pour nous. D'accord. Alors peut-être une question sur les particularités des candidats et candidates. Est-ce que nos parcours sont ouverts et s'adaptent aux particularités telles que le haut potentiel intellectuel ou la dyslexie? Est-ce que l'on a des choses qui sont très adaptées pour cela, Pascal? Alors oui, on a sur le site. Alors moi, je vous parle pour le site de Lille parce que je ne sais pas ce qui est développé. En tout cas, au moment des jurys, on n'a pas on sait accepter et admettre des jeunes qui seraient en difficulté, une situation de handicap. Il n'y a pas de restriction par rapport à ça, y compris même. Alors, ça va au-delà du sujet, mais on accueille aussi des sportifs de haut niveau, etc. Donc, on a vraiment une ouverture par rapport à ce type de public, avec notamment donc, pour les jeunes qui ont des handicaps, ou en tout cas des difficultés dans la manière de comprendre et de rentrer dans
dans les études, un référent handicap qui suit les jeunes et un accompagnement spécifique avec des tiers-temps mis en place, etc. Pour ce type de jeunes que l'on accueille. Donc pour moi, il n'y a pas de... Enfin, Jean-Michel, tu me dis... Oui, c'est que là encore, on n'applique pas de notion de quota à l'ICAM. Ça fait partie des questions récurrentes qu'on a. Peut-être qu'un jour on le fera, mais aujourd'hui on n'a pas ces questions. Mais on a forcément, sur tous nos sites, des jeunes de tous les profils dont on parle. C'est variable d'une année sur l'autre. Encore une fois, dans le système de valeur de l'ICAM, il faut qu'on soit capable d'en parler à l'entretien pour que nous, on soit capable, là encore, d'organiser les choses pour que le chemin qu'on fera avec chaque jeune soit le meilleur possible pendant les 5 ans et lui donne toutes les chances à la fois de réussir et en même temps d'apporter ce qu'il a envie d'apporter à l'ICAM. Je le redis, je le disais tout à l'heure, les élèves qu'on admet à l'ICAM, ceux qui sont à l'ICAM, on leur demande de co-construire avec nous l'ICAM d'aujourd'hui et de demain. Et donc, ces jeunes dans leur diversité, y compris le type de diversité qu'on évoque là, apportent, font bouger l'ICAM et font évoluer l'ICAM. Et je pense que ça, c'est vraiment très important, c'est que le premier contact que l'on a avec le jeune, et notamment dès l'admission et dès les rencontres, c'est de pouvoir être vrai et de porter déjà nos propres valeurs à travers un échange de vérité et de transparence et de confiance. Et donc, dès lors qu'un jeune nous partage cette difficulté, eh bien, on l'accompagne et on revient à ce qu'on disait tout à l'heure, on est vraiment sur l'axe différenciant de se dire, par l'accompagnement, par la considération du jeune dans ce qu'il est, va nous permettre de le faire avancer à son rythme dans les études en prenant en compte ces difficultés. Et on me donne l'information, il y a sur le site de Lille à peu près 90 jeunes en situation de handicap. Vous voyez, c'est loin d'être négligeable sur à peu près le millier d'étudiants que nous avons. Donc effectivement, il y a une question qui dit un jeune qui bénéficie d'un tiers-temps pour le baccalauréat, peut-il le préciser dans Parcoursup? Vous invitez à une grande transparence. Oui. Plus on sera dans la transparence, dans l'analyse du dossier, dans la rencontre, dans l'entretien, plus nous, on sera capable de faire ce travail qu'on vous décrit tout à l'heure, d'analyse, en disant, oui, avec les moyens qu'on mettra en œuvre, il pourra réussir. Il y a aussi une question sur les sportifs de haut niveau, rapidement, avant que nous soyons obligés de conclure. Comment est-ce que vous les accompagnez à l'ICAM, ces sportifs? Les cas existent, ils sont moins fréquents parce qu'il y a des grandes écoles d'ingénieurs qui ont vraiment des cursus très, très, très précis pour ça. Mais voilà, on a une des joueuses de rugby, je pense, Gabrielle Vernier. Gabrielle Vernier, qui est diplômée de l'ICAM. Et voilà, on a quelques noms comme ça, très récents. Mais c'est au cas par cas, site par site. Et en général, voilà, ça peut aller jusqu'à l'étalement de la scolarité sur une plus longue période pour leur permettre, s'il y a une année de compétition intense pendant le parcours, de pouvoir se consacrer, donc en étalant les choses. C'est du parcours individualisé, cousu humain à chaque cas. On peut faire ça parce qu'aujourd'hui, on en a malheureusement trop peu, mais on en a, voilà. D'accord. Alors Pascal, pour conclure, est-ce que l'on peut rappeler les prochains temps forts pour accompagner les élèves dans la définition de leur parcours étudiant? Oui, volontiers. Alors c'est vrai que là, on va arriver dans sur Parcoursup le moment, le temps de faire les choix. Néanmoins, dès lors que, justement, ce que disait Jean-Michel tout à l'heure, si on se donne une latitude par rapport au choix des parcours, ça laisse aux jeunes, finalement, au-delà des entretiens, de continuer à venir nous rencontrer jusque quasiment fin juillet, là où on décide définitivement son choix, de pouvoir venir nous rencontrer. Donc, la clé d'entrée, c'est de dire aux lycéens, allez sur le site www.icam.fr, allez sur le site internet. On a régulièrement des mises à jour de nos rencontres possibles. Notamment, ce samedi, on a une IJPO qui est ouverte et qui va pouvoir du coup accueillir des jeunes en visio, mais également des rendez-vous et des entretiens personnalisés en présentiel ou en distanciel
pour l'ensemble des jeunes, avec des enseignants, avec des étudiants. Voilà, donc on réfléchit et on souhaite poursuivre nos événements, et ça pour le coup à Lille, mais aussi sur les autres sites en France, de maintenir le lien et le contact avec nos jeunes, parce qu'on est convaincu que c'est par un cumul de rencontres que le choix se fait, et qu'à un moment donné, il y a il y a quelque chose qui déclenche le choix. Et donc, c'est important de pouvoir rencontrer les jeunes plusieurs fois et autant de fois qu'ils le souhaitent. Voilà. Très bien. Merci beaucoup, Pascal et Jean-Michel. Je rappelle que... Je peux dire un petit mot pour conclure, parce que nous sommes actuellement sur le site de Lille, donc j'ai donné des chiffres parce que j'ai en face de moi les personnes qui s'occupent du recrutement à Lille, comme Pascal et d'autres qui sont derrière la caméra. Mais tout ce qu'on vous a dit, bien sûr, est valable pour nos 6 sites de Lille, de Grand Paris Sud, de Nantes, de Vannes, de La Roche-sur-Yon et de Toulouse. Et il y a très certainement des questions auxquelles on n'a pas pu répondre. Donc, les équipes recrutement avec lesquelles vous avez l'habitude d'échanger sont à votre disposition. Et ce qu'on peut dire, Pascal, voilà, c'est que n'hésitez pas à les contacter et à faire appel à elles et eux. Ils seront ravis de répondre à vos questions. Merci encore. Merci pour votre présence et puis pour vos questions qui étaient nombreuses et intéressantes. Et je vous souhaite une excellente fin de journée. Au revoir. Au revoir. Merci, au revoir.